Bonsoir à tous, bienvenue à Nantes. Nous sommes ici dans un webinaire sur le thème Coursier, quelle réponse des villes dans un cadre européen. Nous avons le plaisir d'être enregistrés par Euradio et j'ai le plaisir d'accueillir 4 intervenants au nom de la Maison de l'Europe à Nantes. Je vais commencer par Alain Suppiot. Alain Suppiot, vous êtes professeur au Collège de France. Bienvenue. Vous êtes bien connu à Nantes, un spécialiste de droit du travail. Peut-être un élément supplémentaire dans votre carte de visite? Non, non, c'est parfait. Je n'ai pas très souvent recours au coursier. Bien. Je n'ai pas Alors, l'expérience du service. merci, bienvenue. Annalisa Boni, vous êtes secrétaire générale de Eurocities. Peut-être deux mots sur Eurocities que nos auditeurs ne connaissent pas forcément. Oui, bonsoir. Merci de m'avoir invité, Olivier. C'est un plaisir de revenir à Nantes, même si que virtuellement. Donc, Eurocities est le réseau le plus important au niveau européen des métropoles, des villes et métropoles européennes qui travaillent ensemble et avec les institutions européennes pour justement améliorer la qualité de vie dans les métropoles et les villes d'Europe. Bien, ben, écoutez, on est très content d'avoir votre venue dans un emploi du temps chargé aussi certainement pour André Sobjak, qui est vice-président de Nantes Métropole, avec différentes fonctions, dont la fonction Europe. Bonsoir André. Bonsoir. Un élément de plus dans votre carte de visite? Moi, j'aimerais bien profiter justement de services de livraison, mais uniquement si ces services effectivement soient responsables et que les livreurs effectivement soient bien traités et ont des bonnes conditions de travail. Bien, parfait. Bien, écoutez, nous allons approfondir cette question et donc je salue également François Lemoine, gérant de la SCOP, les coursiers nantais. Bonsoir François. Bonsoir. Bon, la SCOP des coursiers nantais, écoutez, on va en parler dans quelques instants, ce sera l'objet de ma première question. Peut-être simplement quelques éléments de cadrage pour expliquer le choix de notre thème, qui est un thème d'actualité nantaise, mais aussi un choix d'actualité nationale, européenne et finalement mondiale. Choix de thème d'actualité nantaise face à une crise qui a révélé récemment un conflit d'usage entre des riverains et les livreurs à domicile en vélo, les véhicules à moteur, de plus en plus nombreux en cette période de crise sanitaire, révélant aussi la question de la fracture entre les coursiers indépendants et les salariés. Et donc, nous y viendrons dans quelques instants. La question des coursiers est aussi une question française, nationale. Récemment, on a parlé de l'opposition des livreurs autonomes de Paris au nouveau statut intermédiaire proposé par Uber. Les juristes voient et savent, et Alain Suppiot nous en parlera, que la Cour de cassation a tranché 2 fois en 2018 et 2020 pour requalifier en contrat de travail des statuts indépendants de livreurs à vélo et d'un chauffeur Uber. Et au niveau français aussi, on peut parler d'une montée en puissance des coopératives cyclo-logistiques. Voilà, la question bouge aussi au niveau de plusieurs pays d'Europe. Une nouvelle loi espagnole au mois de mars requalifiant les faux indépendants en salariés, une décision de la Cour suprême britannique, donc nous en parlerons. Et puis, au niveau strictement européen, un rapport d'initiative du Parlement européen sur les conditions de travail des travailleurs des plateformes et du côté de la Commission européenne, le lancement d'une consultation des partenaires sociaux européens sur la question des conditions de travail, là sur un thème qui est plus large que les coursiers, puisqu'on parle des personnes travaillant par l'intermédiaire de plateformes de travail numérique. Et puis, bien sûr, dans le paysage européen, nous n'oublierons pas les villes avec Eurocities pour nous interroger sur la question de ce qui peut être fait au niveau des villes et en coopération entre les villes pour échanger les bonnes pratiques et également interagir avec les institutions européennes. Et naturellement, derrière les villes européennes se trouve le niveau mondial avec des grandes tendances lourdes de développement du travail indépendant, vrai ou faux travail indépendant. Oui, alors je parlais de cette partie qui est un peu conflictuelle et qui n'est pas simple pour les livreurs hein, qui ont soi-disant les conditions de travail qui sont extraordinaires, de choisir leur planning, de faire ce qu'ils veulent
par les plateformes ubérisantes, mais qui se retrouvent avec des algorithmes, il faut le savoir, hein, quand même des algorithmes qui leur disent que s'ils sont à vélo, ils auront moins de livraison que s'ils sont en scooter. Donc forcément, déjà, ça leur donne plus envie d'utiliser un scooter. Et puis derrière, qui ne les accompagne pas, hein, il faut être franc, sur les conditions de faire de la livraison scooter, parce que quand on fait la livraison scooter, il faut par exemple la capacité de transport de marchandises. Ça, mais ils ne le savent même pas pour la plupart, ils ne sont pas accompagnés. Et idem sur la partie des impôts. Enfin, là, je vais un peu plus loin parce que c'est des nouvelles toutes fraîches que j'ai aujourd'hui, où par exemple les plateformes doivent normalement donner aux impôts le montant que touche chaque coursier. Or, c'est des choses qui ne sont même pas données aujourd'hui par certaines plateformes. A priori, seul Uber le ferait correctement. Donc voilà, ils sont absolument pas accompagnés. Eux, ils essayent juste de travailler et de vivre en fait, hein, d'un métier. Et la plupart ne parlent pas français, hein, forcément. Certains sont même utilisés, hein, par d'autres qui leur disent, bah voilà, c'est des migrants pour la plupart, et on leur dit, bah, peut-être que tu auras 1 euro à la fin de ta journée si tu as bien travaillé. Bah, voilà, c'est comme plus complexe qu'on pourrait le penser, cette ubérisation du secteur. C'est ce travail qui est fait par des personnes qui n'ont pas souvent le choix, enfin, pour qui c'est très difficile. Mais à côté de ça, on comprend, par exemple, les Nantais qui en ont marre de cette nuisance d'avoir toujours le temps le bruit des scooters, des klaxons, parce que oui, il y en a qui klaxonnent. Et puis en matière de circulation, c'est quand même un peu plus compliqué de se retrouver face à un scooter et le bruit qu'il fait derrière. Bon, merci, c'est très clair. On souhaitait vous donner la parole, je dirais, en premier pour bien comprendre quelles sont les problématiques des coursiers. J'ajoute une question en vous demandant si vous, ça vous porte préjudice dans votre développement de coopérative, ou est-ce que finalement des coursiers indépendants qui livrent des repas ne sont pas vraiment en concurrence avec vous? Alors, il y a une concurrence depuis justement le premier confinement où Uber, Deliveroo et autres se sont dit, bah, on va aller au-delà de la livraison de repas, on va aller aussi chercher tous les commerçants, enfin ceux qui donnent du flux en tout cas de livraison, pour leur proposer à tout le monde de faire de la livraison depuis Uber ou Deliveroo. Donc nous, ils sont venus directement sur des marchés sur lesquels on était, sur la livraison des courses quotidiennes notamment, qui est aujourd'hui un marché en pleine expansion. Donc oui, il nous porte préjudice, la réponse est certaine, d'autant plus qu'il casse les prix des marchés avec des prix qui sont 2 fois moins élevés que les nôtres aujourd'hui. Et généralement, les commerçants ne comprennent pas sur le moment. Et ça nous est arrivé de perdre un client et de le retrouver 6 mois plus tard en disant, ah ben en fait, j'ai compris pourquoi c'était que 4 euros la livraison avec eux et qu'avec vous, c'était 10 euros. C'est tout simplement parce que bah, derrière, il n'y a aucune qualité de service. Et s'il n'y a personne qui vient faire la livraison, ils sont impossibles à joindre. Alors nous, c'est évidemment la proximité du client, c'est le respect aussi du client, avoir une qualité de service qui est au maximum toujours. Là, ça fait partie de ces choses que nous, on souhaite, parce que c'est notre entreprise, c'est notre coopérative à nous, et demain, c'est nos emplois qu'on perd si jamais il y a un commerçant qui refuse de travailler avec nous parce qu'on a été mauvais. Bon, votre réponse est très claire. Je vous emmène maintenant un petit peu dans le paysage français, puisqu'on a vu que Nantes est, je dirais, ville pilote en termes de piétonisation et de développement d'une mobilité douce, n'est pas la seule en France à aller de l'avant, et que vous, dans votre domaine, vous êtes bien organisé maintenant au niveau français. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur l'organisation des coopératives de coursiers dans un cadre français? Oui, bien sûr, il y a la fédération CopCycle, qui est même plus que la France, c'est même l'Europe, et on commence petit à petit à être sur le monde, entre guillemets, parce que ça attire l'œil petit à petit. Et effectivement, au niveau européen, là, on est sur 75 coopératives qui se sont réunies pour utiliser un seul et même logiciel qui est CopCycle. Alors, il faut savoir que ce n'est pas entièrement 75 coopératives. Certains sont encore en format associatif en France, par exemple, pour un éventuel passage en coopérative. Et notre but à nous, qui sommes déjà en coopérative ou qui sont membres du comité de pilotage, comme on l'est au Coursier Nantais, eh ben, c'est aussi de
pouvoir les accompagner, de leur montrer tous les bienfaits d'une coopérative, en quoi c'est important, en quoi le partage financier, il est vraiment présent à partir du moment où on est en coopérative et non pas en utilisant à moitié des salariés, à moitié des auto-entrepreneurs. C'est malheureusement pas comme ça que ça peut fonctionner. Le travail, il est fait par tout le monde doit être récompensé de son juste travail à la fin. Merci. Qu'est-ce que vous donneriez comme exemple de ville vraiment exemplaire ou très intéressante en France sur ce développement, notamment du phénomène des coopératives de coursiers? Eh bien, en ville importante, il y a Grenoble où il y a une coopérative d'à peu près 20 salariés et une deuxième coopérative présente sur Grenoble également où ils sont 6 aujourd'hui de mémoire. Et puis, l'exemple le plus parlant, c'est la coopérative Olvo qui est sur Paris, où il me semble qu'ils doivent être 50 aujourd'hui, ce qui est quand même une avancée. Et puis pour nous, on le dit, c'est un peu le bateau amiral de CoopCycle. Bon, merci. Je vais terminer avec vous sur une question d'ordre européen, puisque finalement, nous sommes ici bien réunis dans un cadre européen. Pour vous, avec ce développement des coursiers nantais, quelles sont vos attentes par rapport au niveau européen? Eh bien, nous, ce serait qu'il y ait un cadre qui régit pour la partie sociale du métier de coursier, mais également sur la partie juridique, parce que derrière, effectivement, tout le monde ne doit pas pouvoir utiliser un vélo cargo pour faire de la livraison. Il faut qu'il y ait derrière une législation qui puisse dire, eh bien, il faut, comme la capacité de transport de marchandises aujourd'hui en scooter, il faudrait la même chose. Et ensuite, qu'il y ait un minimum social qui soit établi pour les conditions de travail, mais également, et je crois que c'est dans les tuyaux sur Nantes, qu'il y ait des abris qui soient proposés, parce qu'on ne pourra pas tous avoir des bâtiments en plein centre-ville, mais des abris qui soient mutualisés, que ce soit autant pour la logistique que pour les coursiers, et ainsi commencer à montrer qu'il faut donner à tout prix des conditions de travail qui soient décentes pour les coursiers à vélo. Bon, merci François. Vous me faites une liaison parfaite avec les questions qui vont venir à André Sobjak, vice-président de Nantes Métropole. André, on va prendre les choses, je dirais, dans l'ordre. Peut-être la première chose, c'est un petit peu une analyse de la situation qu'on a connue ces derniers mois. Ici à Nantes, on sait de quoi on parle, mais peut-être expliquer un peu plus précisément que je ne l'ai fait, quelle est cette situation nantaise, et puis après, on parlera de l'action de la métropole. Oui, tout à fait. Donc, la crise sanitaire, évidemment, a rendu, je pense, plus visible les livreurs, en fait, dans toutes les villes et aussi à Nantes, et a montré qu'il y a des personnes, effectivement, qui sont mobilisées pour livrer en particulier ce qu'on commande, en fait, dans les restaurants, en fait, à domicile. Et des personnes qui peut-être avant avaient d'autres revenus aussi parfois en parallèle se trouvaient du coup dans une situation extrêmement difficile, encore plus difficile qu'auparavant. Et c'est ça en fait qui a amené la métropole nantaise en fait à s'engager en fait sur ces éléments-là. Je pourrais dire exactement quelles sont les différentes pistes. Et il y a eu, vous faites allusion au conflit en fait qu'on a avec les livreurs en scooter, puisque effectivement on a pris la décision ici à Nantes d'interdire les scooters dans les zones piétonnes. En fait, c'est une application finalement de la législation qui est tout à fait logique, puisque évidemment ça crée des nuisances. Et ça a mobilisé beaucoup ces livreurs en scooter qui ont effectivement subi du coup des conséquences, puisque évidemment, s'il faut arrêter son scooter avant d'aller dans l'hypercentre et faire les derniers mètres en fait, à pied, bah, ça prend plus de temps. Et évidemment, ça peut constituer un handicap dans la mesure où ces plateformes numériques ont des modes de rémunération qui vont sanctionner effectivement ceux qui ne vont pas aller assez vite. Et donc, du coup, finalement, nous, en tant que ville et métropole, on voit bien en fait la difficulté qu'on a de ne pas avoir un interlocuteur qui devrait être la plateforme en réalité, puisque c'est elle qui définit et contrôle la façon dont le travail est exercé, mais finalement une multitude de travailleurs soi-disant indépendants qu'on peut aussi
plus difficilement accompagnés parce qu'on pourra imaginer de négocier avec une plateforme pour dire est-ce qu'on peut trouver des solutions pour financer, par exemple, des scooters électriques qui sont beaucoup plus faciles en fait, à accepter pour tout le monde et qui sont aussi mieux d'un point de vue environnemental. Mais évidemment, c'est compliqué à gérer si on se trouve face à des individus, en fait, encore une fois, faussement qualifiés de travailleurs indépendants. Et donc, c'est un des éléments qui nous ont amenés à prendre ce sujet, en fait, à bras-le-corps. J'ai eu l'occasion, justement, du coup, il y a quelques mois, de rencontrer François Lemoine pour essayer de mieux comprendre quelles sont les alternatives possibles qu'on pourrait soutenir à notre niveau. Très bien. Est-ce que c'est une crise qui a surpris la métropole de Nantes ou est-ce je dirais c'est quelque chose que vous avez vu venir? Je pense qu'on a été un peu surpris par l'ampleur de la réaction, encore une fois, parce que peut-être les plateformes ont joué un peu sur ça, en fait, en mettant du coup le mauvais rôle du côté des pouvoirs publics qui appliquent juste la réglementation. En fait, c'est tout à fait normal de dire que si un particulier citoyen ne peut pas en fait prendre son scooter motorisé pour traverser une zone piétonne, que le livreur ne peut pas le faire non plus. Donc, quelque part, on a juste dit, on va maintenant appliquer ce qui devrait être normal. Et par contre, effectivement, dans la mesure où ces personnes-là se trouvent dans une situation de précarité, ils ont réagi fortement et ils ont pris un peu la municipalité comme celui qui renforçait encore la difficulté de la situation, plutôt que de dire finalement le réel problème, c'est bien le fait que les plateformes pour lesquelles ils travaillent ne les accompagnent pas, n'assument pas leurs responsabilités sociales et juridiques. Bon, ce qui montre aussi au passage, évidemment, la beauté et les limites de l'action d'une ville. Du côté de la métropole, qu'est-ce qu'une métropole peut faire pour soutenir le modèle des coopératifs? François Lemoine, en fait, a commencé à l'évoquer. En fait, au niveau très local, en fait, on peut évidemment agir de différentes manières. Par exemple, en créant des abris pour les livreurs, pour se protéger contre le froid, le chaud, la pluie, pour leur permettre de recharger leur smartphone, qui est un outil de travail pour eux. Essayer aussi de voir comment on peut mutualiser justement ce type de lieu, peut-être pour travailler en même temps sur d'autres services. En parallèle, on a des projets sur la consigne pour les livraisons, en fait, et on peut très bien imaginer que ces lieux permettent à la fois aux livreurs de s'abriter, mais aussi peut-être d'entreposer de la vaisselle en fait, qui sera utilisée pour la livraison. Donc ça, c'est des choses très pratico-pratiques qu'on peut faire et on travaille actuellement dessus en essayant de voir comment on peut créer un réseau sur la métropole de ce type de lieu parce que la taille de notre métropole est telle que un ou deux lieux ne sera pas suffisant. Donc, il faut travailler avec les livreurs, avec les différents acteurs pour choisir les endroits pertinents et évidemment aussi trouver des lieux qui peuvent être financés facilement puisque évidemment le foncier à Nantes est assez cher, évidemment. Donc, ça, c'est une première chose. Ensuite, on peut agir au titre dans notre commande publique. La ville de Nantes, la métropole de Nantes a aussi des choses à transporter. Et on peut évidemment privilégier dans les livraisons qu'on utilise plutôt des modèles responsables, type la coopérative. Et on peut promouvoir ce type de service ensuite auprès de nos partenaires entreprises et auprès des citoyens. Donc ça, c'est effectivement des pistes sur lesquelles on aimerait bien travailler. Alors, de préférence aussi, en regardant ce qui se fait déjà dans d'autres métropoles en France et en Europe pour avoir un peu une même approche. Et pour cela, en fait, Eurocities est très utile. Mais je pense que si on explique à un certain nombre de citoyens que en choisissant des plateformes numériques dont le modèle économique en réalité n'est pas la livraison,
c'est pas la livraison qui les intéresse, c'est la collecte de données en fait sur les comportements de consommation qui ensuite en fait vont pouvoir être valorisés, par exemple en faisant de la publicité, par exemple en proposant effectivement aux restaurateurs de nous faire des offres personnalisées. Alors que en fait, finalement, ce qui nous intéresse en tant que ville et en tant que consommateur, c'est d'avoir une qualité de livraison telle que François Lemoine effectivement l'a expliqué. Et donc, du coup, c'est un vrai service qui mérite aussi une rémunération. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui sont prêtes à payer. J'en suis sûr pour les entreprises. En B2B, c'est peut-être encore plus simple, puisque sur la métropole nantaise, on a beaucoup d'entreprises qui s'engagent dans la responsabilité sociétale et qui pourront faire ces efforts pour effectivement améliorer les conditions de travail des livreurs. Et ensuite, il y a des choses effectivement qu'on ne peut pas faire à l'échelle métropolitaine et c'est pour ça qu'on essaye de faire nous aussi de lobbying au niveau national et européen pour faire bouger les lignes et finalement imposer à ces plateformes numériques d'offrir le statut de salariat et des conditions de travail et sociales qui y sont attachées plus respectueuses. Ma dernière question sera sur les questions européennes, mais avant celle-là, tout de même, un lien aussi avec tous. Oui, une question, je dirais, en lien également avec tout le travail qui a été fait par Nantes Métropole sur le bon accueil des migrants. Et il y a un travail qui a été substantiellement fait. Nantes a été souvent dans l'actualité sur cette question. La question des coursiers est une question tout à fait différente de la question des migrations. Mais est-ce qu'on doit ou non, ou est-ce que la métropole fait un lien entre ces deux questions, sachant que ceci a été évoqué, les coursiers, c'est parfois aussi du sous-prolétariat ou des gens qui sont exploités, qui ne sont pas toujours des migrants, mais qui peuvent l'être. Vous faites un lien entre la question des coursiers et la question des migrants et de la migration. Vous avez raison, il y a parmi les livreurs de plus en plus de migrants. François Lemoine l'a bien expliqué. En fait, il y a une vraie stratégie de la part des plateformes. Quand ils s'installent sur un nouveau territoire, dans une nouvelle ville, en fait, ils vont d'abord essayer d'attirer un maximum à la fois de clients et de livreurs et donc offrir plutôt des conditions assez favorables. Mais ensuite, ils vont progressivement en fait, réduire la rémunération d'une façon unilatérale. Et donc, finalement, restent ceux qui n'ont que peu d'autres alternatives et qui ne trouvent pas forcément d'emploi facilement sur le marché du travail classique. Et donc, évidemment, beaucoup de migrants sont concernés par cela. Donc, je dirais il y a deux types d'actions. En fait, il y a donc cette mobilisation pour améliorer les conditions de travail de ces livreurs et donc aussi des migrants qui sont très, très concernés, avec en plus parfois une difficulté supplémentaire que certains en fait sont obligés de louer un compte parce qu'ils n'ont pas forcément les papiers et donc payent encore une troisième personne en fait qui va leur mettre à disposition leur propre compte. Et il y a l'action en fait plus générale en faveur de l'emploi des personnes éloignées de l'emploi, en particulier des migrants, où on investit beaucoup dans l'enseignement des langues en fait, parce qu'on sait très bien que souvent les migrants sont très qualifiés, mais n'ont pas forcément la facilité de s'exprimer en français et de passer des diplômes parfois qu'ils avaient déjà passés dans leur pays, en fait. Donc, ça s'inscrit évidemment dans une politique plus générale, mais qui se manifeste aussi pour les livraisons. Très bien. Écoutez, merci. Ma dernière question est évidemment sur les liens entre Nantes Métropole et Bruxelles. Bruxelles, Eurocities, mais Bruxelles, institution européenne, finalement. Et Nantes est connue au niveau européen comme capitale européenne de l'innovation, comme capitale verte il y a quelques années. Mais actuellement, sur cette crise des coursiers, comment est-ce que vous envisagez les alliances possibles et quelles actions la métropole de Nantes a-t-elle en chantier actuellement à Bruxelles? Oui, donc comme je l'expliquais, en fait, on peut faire des choses au niveau métropolitain, mais pour changer le cadre juridique, ce ne sera évidemment pas possible de le faire à l'échelle métropolitaine. Donc, il faut agir soit à l'échelle nationale,
mais je ne suis pas sûr que la majorité actuelle veuille aller beaucoup plus loin en fait, sur ces thématiques-là. Et donc, en parallèle, on travaille sur l'échelle européenne. Et donc, Eurocities, dans lequel Nantes est très, très impliqué, on est membre du comité exécutif depuis longtemps. Et le réseau en fait qui nous semble le plus pertinent pour agir dans ce domaine-là. Donc, on s'est mobilisé récemment à l'occasion du sommet social des villes qui a été organisé, et c'est un grand succès que pour la première fois en fait avant le sommet social officiel avec les gouvernements et les partenaires sociaux, les villes se sont réunies, et donc ça montre qu'aujourd'hui les villes sont reconnues comme un acteur. Johanna Roland, présidente de notre métropole, a interpellé Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, en insistant justement sur cette nécessité d'avoir une régulation des services de livraison à travers les plateformes et de l'importance de reconnaître le statut salarial pour ces personnes-là. Et en termes d'alliance, puisque vous posez la question, je pense que l'alliance en fait, qu'on essaye de bâtir à la fois au niveau local, au niveau national et au niveau européen, c'est celle avec les organisations syndicales. Parce qu'évidemment, pour défendre les droits des travailleurs, c'est un partenaire incontournable, et lorsqu'on a réuni les différentes villes membres d'Eurocities dans le cadre du sommet social des villes, invité la Confédération européenne des syndicats pour dire effectivement on doit avoir une position commune. Vous l'avez évoqué, en ce moment, la Commission a consulté les partenaires sociaux. On peut penser que Business Europe ne va pas forcément être très moteur en fait, sur une telle régulation, mais on peut trouver des points communs entre beaucoup de villes qui voient ces réalités et la Confédération européenne des syndicats pour, si jamais effectivement il n'y a pas d'accord, ce qui est quand même assez probable entre les partenaires sociaux européens, la Commission a suffisamment de pression pour adopter une directive dans ce domaine-là plus tard. Parfait. Écoutez, merci André Sobczak, et ceci va me faciliter la liaison avec Annalisa Boni, avec qui j'ai le plaisir de converser pour les 15 prochaines minutes. Donc, vous êtes secrétaire général de Eurocities. Peut-être un tout petit complément d'information sur Eurocities et nous sortir peut-être dans le réseau Eurocities une ou deux villes qui vous semblent exemplaires au niveau européen ou intéressantes à observer pour compléter notre thématique. Tout à fait, merci beaucoup. Oui, en fait, comme je disais avant, nous sommes, et comme André a dit, nous sommes le réseau le plus, comment dire, plus adapté pour parler de choses, de thématiques comme celle dont on parle ce soir, car nous avons beaucoup de villes et villes importantes où justement la thématique de l'emploi ou de la pauvreté ou ce genre de thématiques ont des terrains intéressants sur lesquels il faut travailler, etc. Et donc, du coup, c'est vraiment une plateforme où on peut trouver des exemples intéressants, mais aussi une plateforme où on peut faire masse critique pour influencer justement le cadre européen. Et donc, à travers des échanges, des sommets, comme André l'a dit, des moments politiques, mais aussi des moments plus techniques, pratiques, etc., certaines problématiques peuvent aller influencer justement le cadre européen. Et donc, si je devais choisir une ou deux villes, comme vous m'avez demandé, déjà, je choisirais Bologne. Déjà, c'est ma ville, donc mais ce n'est pas parce que c'est ma ville et j'en suis très fière en général. Mais là, c'est vraiment parce qu'ils ont décidé de faire quelque chose de vraiment intéressant dans ce cadre. Et donc, ils se disent justement, les plateformes collaboratives peuvent être un modèle, un business model qui crée finalement des opportunités d'emploi nouvelles, des arrangements de travail qui sont flexibles et qui peuvent aider certaines personnes au début, par exemple, quand ils arrivent dans une ville, ou créer des nouvelles sources ou deuxièmes sources de revenus pour des travailleurs, etc. Et aussi fournir des nouveaux services aux consommateurs à des prix plus intéressants, etc. Mais sans une régulation
comment dire, partagée, claire, l'économie collaborative peut vraiment créer des problèmes et elle peut vraiment mettre certains travailleurs justement dans un cadre de risque de perte de droits, etc. Et donc, ça peut générer très rapidement des zones grises et donc avec des problèmes importants. Et donc, le défi, l'enjeu, c'est vraiment d'assurer que le marché du travail lié à la transformation numérique dans le contexte urbain puisse se développer dans une façon à garantir des standards minimums pour tous les travailleurs et qui soit un peu de façon indépendante du label légal de la relation d'emploi. Et donc, en ligne justement avec le socle, le principe 5 du socle européen des droits sociaux, qui est un peu le cadre européen, l'agenda social de l'Union européenne. Et donc, le principe 5, c'est par exemple avoir un emploi sûr et adaptable. Je ne sais pas si j'ai bien traduit adaptable Oui. en français. Non, mais puis cette question-là est une belle question sur laquelle on aura l'occasion, nous, de revenir à Nantes avec un webinaire assez spécifiquement consacré à la présidence portugaise et aussi aux résultats du sommet social. Mais peut-être je vous pousse donc, un Bologne, petit peu juste au-delà pour de Bologne. terminer, Oui. Bologne, exactement. En fait, en 2018, c'était le raisonnement qu'ils ont fait. Et donc, en 2018, ils ont signé la charte des droits fondamentaux des travailleurs numériques, si on peut dire ça, je ne sais pas, du secteur numérique, etc. Mais liés aux plateformes, ce n'est pas seulement du secteur industriel numérique. Donc, des travailleurs numériques dans un contexte urbain. Et donc, c'est le premier accord territorial au niveau métropolitain européen sur la gig economy, avec une application expérimentale de la livraison de repas à domicile et qui en fait est née de l'écoute des revendications des coursiers et d'un parcours qui a vu le conseil communal métropolitain, enfin la ville, dans une négociation avec les plateformes et les organisations syndicales. Donc, c'est vraiment un dialogue. Et avec cette charte, la ville a voulu donner sa contribution en fait à la promotion d'une nouvelle culture du travail numérique. Et donc, non seulement cette action a renforcé les droits des travailleurs même qui sont dans ces plateformes web-là, mais ça a aussi aidé à promouvoir le concept de consommation responsable, donc une nouvelle culture. Et elle a signalé, par exemple, la ville a signalé sur son site toutes ces plateformes qui ont adhéré à la charte. Et comme ça, avec cette campagne de sensibilisation et d'information, les citoyens ont compris quelles plateformes se sont engagées à garantir des standards minimums de tutelle pour les travailleurs. Donc, c'était vraiment quelque chose qui fonctionne bien et que sur lesquels les citoyens sont vraiment maintenant, ont une vue très, très claire, quoi. Et donc, ça, c'est un peu ce que les villes peuvent faire parce qu'elles n'ont pas de compétences législatives ou réglementaires. Donc là, effectivement, mise en valeur de Bologne, peut-être une autre ville ou un autre pays sur lesquels vous avez l'impression que les villes sont vraiment très actives? En fait, je dirais l'Allemagne, c'est intéressant parce que là, le débat sur la question est assez ouvert et assez aussi de haut niveau. Donc, je dirais Berlin, sûrement. Mais en 2020, par exemple, ils ont organisé au niveau national une grosse conférence, au niveau fédéral, une grosse conférence exactement sur l'économie des plateformes et le travail au temps de la transformation numérique. Et donc, il y a vu vraiment une participation très large des plateformes, des agences de l'emploi, des politiques de tous les niveaux, des syndicats. Et même Merkel a affirmé dans ce cadre-là de vouloir rendre socialement acceptables les processus de digitalisation qui sont en cours et collaborer vraiment avec l'industrie, les syndicats, les autorités territoriales, etc. Et donc, voilà. Donc, je pense que l'Allemagne est assez intéressante, même si je dirais aussi l'Espagne, ce n'est pas mauvais, parce qu'en Espagne, il y a eu quand même aussi des avancements dans ce cadre et le gouvernement a conclu un accord avec les syndicats, les industries et ils ont vraiment dit que les travailleurs dépendants, les coursiers ont un statut
les coursiers des Oui. plateformes ont un statut de dépendant. À ma Donc, connaissance, à ma connaissance, en Espagne, c'est même une loi, donc il y a un encadrement national qui tout à certainement fait, encourage les villes à exactement. aller de l'avant. Je vous emmène Voilà. sur une autre question qui est évidemment que EuroCities, c'est la représentation de toutes les grandes villes en Europe. Récemment, vous avez organisé un sommet social des villes. Peut-être une ou deux conclusions, je dirais, pour notre auditoire sur qu'est-ce qu'on peut sortir d'un grand sommet social des villes, une ou deux conclusions qui nous donnent envie d'aller de l'avant en lien avec cette thématique de ce soir. Oui, comme André l'a dit, ça a été une première, hein, parce que c'est la première fois où les maires décident de se rencontrer et faire un sommet à eux, à elles, en marge du sommet social des États membres. Donc, ça a été vraiment important de faire ça. Et donc, les messages sont justement les villes et les métropoles veulent être autour de la table quand on parle de ces thématiques-là. Elles peuvent faire des choses, elles peuvent mettre en place des mesures très spécifiques pour justement aider la promotion de droits sociaux pour tout le monde. Et très concrètement, nous avons lancé une campagne avec autour de 70 pledges, donc des engagements vraiment plaidoyer très concrets, peut-être. Oui. plaidoyer, voilà, de beaucoup de nos villes, comme Nantes par exemple, et qui a démontré qu'il y a une mobilisation d'investissement de plus de 15 milliards autour du socle européen des droits sociaux, et que donc la contribution des villes, elle est très importante justement pour pousser l'agenda européen d'ici à 2030 avec des actions concrètes en matière d'emploi inclusif, en matière de conditions de travail, de pactes locaux, l'économie sociale, justement la condition de travailleurs comme les coursiers, et aussi à travers, par exemple, tout ce qui est commande publique responsable et les campagnes de sensibilisation. Donc, vraiment, un rôle important en matière de lutte contre la pauvreté et du travail inclusif. Et donc là, c'était l'idée aussi, dans ce cadre-là, de pousser l'Union européenne à bouger et à faire quelque chose en la matière aussi de la réglementation de ces plateformes. Et voilà. Et donc là, je pense qu'on a une commission qui a envie d'aller de l'avant là-dessus. Ça prendra du temps, mais j'espère que ça viendra. Le Parlement européen est déjà prêt pour un rapport d'initiative sur une loi, disons une directive ou un règlement potentiel. Et donc, on a déjà des choses qui bougent après la consultation que André a mentionné tout à l'heure. Ce qui m'amène effectivement à approfondir un tout petit peu avec vous cette question des relations avec la Commission européenne et le Parlement européen. Donc, un Parlement européen qui est assez allant avec un rapport d'initiative, mais on connaît aussi les limites des rapports d'initiative. Une consultation des partenaires sociaux, et là, la balle est du côté des partenaires sociaux, mais ça risque de ne pas être si facile. Et donc, comment est-ce que vous, je dirais, dans les 2-3 années qui viennent, pouvez-vous, EuroCities, agir auprès de la Commission von der Leyen, Andreas Sobczak qui a fait allusion, et auprès du Parlement européen pour faire entendre la voix des villes? Disons qu'on va continuer à faire ce qu'on fait maintenant, à savoir montrer tout ce que les villes et les métropoles d'Europe font en la matière, dans la limite de leurs compétences, qui ne sont pas les mêmes que celles des États et de l'Union européenne, et donc à les pousser à agir en montrant l'exemple et en clarifiant par des actions volontaires, etc., qu'il faut changer les choses. Et donc, on va continuer à travailler avec le Parlement pour que une proposition de directive puisse devenir une réalité. Et surtout, il y a eu cette consultation, mais il faut continuer, parce que de toute façon, ces processus-là, on voit, sont très, très longs.
et ça risque de prendre 2-3 ans avant qu'on puisse voir même un projet de loin, quoi. Donc, nous, on va continuer à organiser des échanges de bonnes pratiques entre villes, à donner des données, à fournir des données pour informer justement les élus de tous les niveaux sur ce qui se passe dans nos réalités locales et métropolitaines, amener les besoins locaux, faire parler les citoyens à travers les villes, etc. Et donc, tout ça, on va faire des campagnes de sensibilisation et voilà, parler de ce qui se passe dans les villes pour pouvoir maintenir le momentum et vraiment faire bouger l'Europe, quoi, et le niveau national. Parce qu'il faut un cadre national, pardon, un cadre européen qui puisse uniformiser un peu, aider à avoir un cadre, enfin mettre ensemble, faire en sorte que les cadres nationaux puissent se parler correctement. Et puis encourager chacun d'entre nous aussi à être actif dans le processus de conférence sur l'avenir de l'Europe, qui est aussi peut-être une bonne occasion de parler de ces questions-là. Peut-être une dernière question, puisque Eurocities a été présidé par Johanna Rolland, et donc on a une secrétaire générale qui connaît bien Nantes. Finalement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire vis-à-vis de Nantes? Quels vœux pouvez-vous formuler pour la métropole de Nantes? Moi, je pense que je ne peux que dire que continuer comme ça, à être aussi mobilisé, actif politiquement pour que, voilà, rester aussi à l'avant-garde dans la défense des droits sociaux, jouer ce rôle-là dans notre réseau, on en a besoin, et vraiment essayer d'être à l'avant-garde en utilisant l'Europe aussi pour la transformer, pour transformer l'Europe, pour que l'Europe puisse devenir une Europe différente, plus proche des citoyens, qui puisse répondre aux besoins des territoires, et donc avec de l'innovation locale. Parce qu'on a vu que de toute façon, au niveau national, c'est très dur d'avoir de l'innovation et faire bouger les choses. Et donc, on a besoin du niveau local et métropolitain pour vraiment faire avancer l'Europe. Et là, voilà, on a lancé, et c'est aussi de continuer à faire marcher ensemble ce niveau, c'est la dimension sociale avec la dimension environnementale et numérique du Green Deal, du Pacte vert, ensemble, parce que je pense que Nantes est un vrai bon exemple dans ce sens, faire vraiment combiner, par exemple, la transition énergétique avec l'inclusion, et donc avoir, par exemple, travailler sur la pauvreté énergétique ou la participation citoyenne avec justement la transition écologique. Tout ça, continuez comme ça et faites encore plus, et venez dans Eurocities pour amener toutes ces innovations et nous aider à pousser encore plus les messages politiques que nous, on essaie de faire passer. Bon, merci Annalisa, et encouragement à l'ensemble de nos auditeurs à s'intéresser, je dirais, dans la durée à ce que fait Eurocities. Merci beaucoup. Voilà. Et je vais terminer ce tour de table avec Alain Suppiot. Alain Suppiot, vous êtes un grand spécialiste de droit du travail. Je vais vous frustrer en vous posant des questions courtes sur des grandes thématiques qui sont, je dirais, la petite touche juridique dont on a besoin pour bien comprendre toute cette actualité. Et je vais commencer évidemment par la thématique des faux travailleurs indépendants. Cette thématique-là, elle n'est pas nouvelle. Et vous qui avez étudié, qui êtes un spécialiste de l'histoire du droit du travail, qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette crise des coursiers, quand on regarde le temps long du droit du travail? Il y a une règle qu'on va retrouver dans à peu près tous les pays, c'est que la qualification d'un contrat de travail n'est pas à la disposition des parties. On ne peut pas, vous et moi, dire « bon, je vais travailler pour vous », on s'entend pour dire c'est un contrat de travail ou c'est pas un contrat de travail. Donc partout, c'est le juge qui est appelé en cas de contestation à qualifier le contrat. Et il le fait en s'appuyant sur l'analyse des conditions réelles, concrètes de travail. Et ce qui est très frappant sur les coursiers et plus généralement sur les travaux, parce que c'est la même chose pour les chauffeurs Uber par exemple, c'est que partout dans le monde, les juges qui ont été saisis ont dit « mais nous avons tous les éléments d'une subordination salariale ». Je dis bien partout, vous avez cité tout à l'heure l'Espagne, mais nous avons des décisions en Suisse, nous en avons en Italie,
Il y a eu des décisions américaines, la Cour suprême anglaise que vous avez citée tout à l'heure. Donc, dans des pays dont les orientations politiques sont très différentes, c'est très frappant de voir que, en regardant les faits, simplement, des juges de cultures très différentes aboutissent tous à la même conclusion en disant nous sommes face, en fait, à une forme de salariat. Et ce qui est aussi frappant dans l'affaire du coursier, c'est que face à cette convergence des qualifications, il y a des réactions politiques, en revanche, très différentes d'un pays à l'autre. Vous avez des pays qui ont pris acte de cette jurisprudence et qui ont engagé des dispositifs pour tenir compte des spécificités de ce travail, soit en ouvrant des champs à la négociation collective ou bien à l'organisation de coopératives, comme nous l'a expliqué M. Lemoine tout à l'heure, soit en essayant d'avoir des dispositions spécifiques. Dans le cas français, ça serait très facile, puisqu'il y a tout un livre du Code du travail, qui est le livre 7, qui justement est consacré à un certain nombre de personnes qui travaillent avec beaucoup d'indépendance dans l'exercice de leurs activités. Ça va des journalistes, les artistes, les médecins, et qui cependant sont considérés comme des salariés et bénéficient donc du statut et des protections, et notamment de la sécurité sociale qui est attachée à cette qualification. Donc vous avez des pays qui ont pris acte de cela, c'est le cas de l'Espagne par exemple, dont j'évoquais tout à l'heure. Il y a un cas intéressant que je signale en passant, c'est celui des États-Unis, où le lieu de naissance au fond de l'économie des plateformes, qui est la Californie, où là une loi avait été adoptée justement pour requalifier, et Uber a obtenu un référendum pour annuler cette loi en dépensant plus de 20 millions de dollars auprès de clients pour obtenir l'abrogation de cette loi. Donc, et les Californiens pouvaient se dire qu'ils allaient peut-être hésiter, mais ils ont tout de même 58% de ceux qui se sont déplacés, mais ils ont fait l'objet d'une campagne publicitaire, et vous voyez la possibilité pour les coursiers à pédales en face de faire une campagne. Vous voyez les conditions de la campagne électorale et de l'information des électeurs. D'une façon générale, j'en profite pour le dire, ces grands opérateurs pratiquent un lobbying intense. Je vous en donne deux exemples. Le premier, c'était celui de Madame Nelly Creuse, qui a été membre de la commission chargée des nouvelles technologies, et ensuite elle a fini sa carrière à la Commission européenne comme vice-présidente. Dans l'exercice de ses fonctions, elle avait vitupéré des juges belges qui avaient requalifié des contrats. Et à peine a-t-elle cessé ses fonctions qu'elle est rentrée dans le comité d'orientation d'Uber. Où je vous donne un second exemple tout à fait récent en France. Le gouvernement français s'entête à imposer un statut d'indépendant. Il l'a fait de multiples façons. Il a été censuré par le Conseil constitutionnel, désavoué par la Cour de cassation, et il avait nommé une mission présidée par un ancien président de la Chambre sociale de la Cour de cassation, M. Frouin, pour proposer des solutions en écartant qu'elle soit directement des salariés des plateformes. Et la mission Frouin avait proposé d'introduire un tiers employeur qui pourrait être soit une coopérative, soit du portage salarial. Ce n'est pas ce qu'attendait le gouvernement. Donc immédiatement, avant même la fin de la mission Frouin, on a missionné quelqu'un d'autre, qui est M. Mettling, qui a remis une note, et il se trouve que M. Mettling faisait partie du groupe de réflexion que Uber avait mis en place après que la Cour de cassation ait fait des requalifications en contrat de travail. Vous voyez, ces exemples nous montrent que nous sommes face à un lobbying intense auquel certains gouvernements cèdent ou sont sensibles et d'autres pas. Donc, dans l'état actuel des choses, pour finir ma réponse sur ce premier point, je vous dirais que la qualification de contrat de travail, à mes yeux, la plupart du temps ne fait pas de doute, que certainement il y a des spécificités qui appelleraient des régimes de négociation particuliers. Et j'étais particulièrement intéressé d'ailleurs, mais peut-être j'empiète sur les questions que vous vouliez me poser après, par ce qui vous a été expliqué sur ce qui se passe au niveau nantais, mais on y reviendra après. Pour terminer sur les précédents historiques, il y en a un que je souhaite évoquer ici parce qu'il intéresse directement la région nantaise. C'est celui du travail agricole, et notamment de l'élevage hors sol. Dans les années 60,
il y a eu cette industrialisation de l'agriculture qui s'est imposée à peu près partout et qui a conduit certains exploitants, notamment des éleveurs, à devenir simplement les dépendants de firmes agroalimentaires qui leur fournissaient les animaux, leur donnaient un prix de rachat, leur indiquaient très précisément comment les élever, quels produits leur donner, etc. Et donc, certains de ces paysans ont dit, en fait, nous avons tous les inconvénients du salariat sans en avoir les avantages. Et ils avaient commencé à exercer des actions pour être requalifiés comme salariés. Le leader de ce mouvement est quelqu'un de très connu à Nantes, qui était M. Lambert, qui a écrit un livre et qui a fondé un syndicat qui était les Paysans Travailleurs, qui est l'ancêtre de l'actuelle Confédération paysanne. Et là aussi, il s'est passé exactement ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire que le législateur est intervenu pour casser ce mouvement de requalification et une loi a été adoptée en 1964 qui impose le statut d'indépendant. Évidemment, c'est une indépendance factice. On l'a vu au moment de certaines crises comme la vache folle, où on voit bien que l'éleveur de la vache ne savait même pas les produits qu'il lui donnait à manger, mais c'était lui qui était censé être juridiquement responsable des dégâts. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, le monde agricole est celui où les revenus sont les plus bas. Vous avez 30% des agriculteurs qui gagnent pas plus de 350 € par mois. Et c'est le secteur également où le taux de suicide est en moyenne 30% supérieur à celui de la population. C'est-à-dire que ces fausses indépendances, et il y a des rapports là-dessus, montrent que l'une des sources de ces souffrances, à la fois économiques et mentales, viennent de la dissociation qu'il y a entre ce qu'on vous donne, apparemment l'autonomie, la responsabilité d'un indépendant, alors qu'en réalité, vous êtes totalement soumis, et en plus soumis à une machine, même pas à une personne avec qui vous pouvez parler. Votre parallélisme avec le secteur agricole est certainement très éclairant. J'approfondis un instant la question de indépendants et salariés, simplement aussi pour bien nous placer dans un paramètre européen, parce qu'en France, on a l'habitude effectivement de dire que soit vous êtes salarié, soit vous êtes indépendant. On a vu aussi que les Britanniques avaient inventé un intermédiaire qu'ils appellent travailleur. Et donc, quand il y a eu requalification, ce n'est pas une requalification complète. On leur donne un petit peu de protection sociale, mais pas entièrement. On leur donne un peu de congés payés, à ma connaissance, mais pas complètement. Est-ce que vous, qui êtes un fin connaisseur de l'évolution du droit du travail, vous voyez, je dirais, quelque chose se faire dans cet intermédiaire entre l'indépendant et le salarié? Oui, non, mais ils ne l'ont pas inventé. Ce n'est pas du tout une invention dans le cadre. C'était un vieux dispositif, si vous voulez, le droit anglais du travail n'a pas du tout la même histoire que les droits continentaux. Et ils n'ont pas un statut salarial commun. Il y a toujours eu, c'est chaque loi qui fixe son champ d'application. Ce qui fait qu'il y a effectivement une distinction ancienne en droit anglais, enfin quand je dis en droit anglais, c'est britannique, entre ceux qui sont employés et qui seraient l'équivalent de notre salarié standard, et puis ceux qu'on appelle les workers, qui ont une certaine zone d'autonomie et qui n'ont pas l'application de toutes les dispositions du droit du travail, mais d'une partie seulement. Et ce que je vous indiquais tout à l'heure, c'est qu'on peut aboutir au même résultat en France au travers des professions qui sont dans le livre 7 du Code du travail, qui sont justement des gens qui sont à la périphérie, qui ont des formes de travail. On ne peut pas dire qu'un médecin, chirurgien ou qu'un artiste qui va se présenter au théâtre puissent être placés sous les ordres d'un salarié, comme la vendeuse du supermarché. Ils ont nécessairement, dans l'exercice de leur activité, une marge d'autonomie. Ça n'a pas interdit de fabriquer, c'est le cas des VRP aussi, ça n'a pas interdit de fabriquer un statut qui tienne compte de cette autonomie pour avoir des règles spécifiques, mais avec le cœur de protection. Et dans ce cœur de protection, il y a certainement, je le disais tout à l'heure, la protection sociale. Alors, la situation qui est faite actuellement à ces travailleurs des plateformes, il faut tenir compte de leur sociologie qui a été évoquée tout à l'heure par plusieurs d'entre vous. Nous avons massivement des travailleurs immigrés et vous voyez bien que ce ne sont pas des gens qui vont aller spontanément devant les prud'hommes demander des requalifications. Ils sont souvent dans des situations extrêmement précaires. Et donc, il y a une surexploitation dont la structure juridique, si je voulais remonter très loin dans l'avant, c'est celle qu'on appelait le servage réel dans le droit médiéval.
C'est-à-dire, le serf n'était pas un salarié, il n'avait aucun revenu garanti, mais son maître lui conférait ce qu'on appelait une tenure, c'est-à-dire une petite parcelle à exploiter, et il devait, contre cette tenure, une redevance. Et ensuite, il fallait qu'il survive. Eh bien, ce qu'on arrive à inventer avec cette prétendue indépendance, c'est de nouvelles formes de servage, à mes yeux, et qui visent justement des gens qui viennent des pays du Sud et ces immigrés. Donc, il ne faut pas se laisser abuser par ce discours qui est le même que celui qui a été tenu pour les agriculteurs sur les coopératives. En revanche, encore une fois, je trouve que la voie des coopératives peut être une voie extrêmement intéressante pour investir ce secteur qui a certainement un avenir économique important, mais dont le consommateur doit payer le juste prix. Oui, vous m'amenez à mon avant-dernière question, qui est vraiment le modèle coopératif. Qu'est-ce qu'on peut dire à François Lemoine pour lui dire qu'il est sur un bon modèle, je dirais qu'il y a un passé et un avenir? Qu'est-ce qu'on peut dire sur le modèle coopératif? Si on dit coopératif, qu'est-ce que ça vous inspire, vous, sur le chemin de l'histoire du droit du travail? Eh bien, ce que je peux dire, c'est que d'abord, ça correspond à une part de l'histoire sociale française. On a l'habitude de voir le modèle social français comme un modèle très étatiste, interventionniste, et de fait, massivement, c'est l'État qui est intervenu pour rétablir un certain nombre d'égalités, un minimum d'égalité dans la négociation du salaire et des temps de travail. Mais nous avons en France toute cette tradition mutualiste, proudhonienne, qui a donné d'ailleurs à notre système de sécurité sociale sa coloration particulière, qui est en train d'être abolie aujourd'hui par les dernières réformes, parce qu'on assiste à une étatisation de la sécurité sociale, dont l'idée c'était plutôt que c'était la démocratie sociale, et elle était gérée par les gens eux-mêmes. Donc les coopératives s'inscrivent dans cette longue histoire, et il me semble que c'est une forme très moderne. Je dirais la même chose du mutualisme. Si les mutuelles voulaient bien ne pas se laisser avaler et devenir simplement des assureurs comme les autres, on a bien vu dans des moments comme celui de la pandémie le besoin d'avoir des formes d'organisation qui soient au plus près des difficultés et des expériences. Et c'est pour ça, si je peux me permettre de dire un mot de plus, dans les innovations en matière d'action collective, je disais que j'étais très intéressé par ce qu'a fait la ville de Nantes, dans la mesure où nous avons pris l'habitude, dans le droit du travail classique, de penser la négociation collective comme d'un côté des employeurs, de l'autre côté des salariés. Bon. Et aujourd'hui, ce qu'on a vu se mettre en place, c'est qu'il y a un troisième acteur, qui sont les collectivités territoriales. Or, ce type de négociation à trois me paraît lui aussi avoir beaucoup d'avenir. Si vous pensez à l'organisation du travail, des services pendant ces 2 années de pandémie, on voit bien que la présence de l'acteur public est indispensable, non seulement pour équilibrer le dialogue, mais aussi parce qu'il a des décisions à prendre, et les exemples qui ont été donnés tout à l'heure par André Sobzak, de fournir des lieux où les livreurs vont pouvoir, c'est aussi évoqué par François Lemoine. Donc vous voyez, si on prend les choses de façon positive, il y a dans le développement de ces types de services beaucoup de virtualité extrêmement intéressante. Bon, je vais me permettre, Alain Suppiot, une dernière question pour faire appel aussi à l'expert en droit international du travail. Bon, parce qu'on a parlé d'Europe, évidemment, l'Europe s'inscrit dans un cadre mondial et je recommande aussi à ceux d'entre vous qui ne l'ont pas vu le film un petit peu triste, mais sur Arte, sur le travail à la demande. Et ce travail à la demande, on voit bien que c'est un grand développement dans toute une série de pays pauvres. Vous qui connaissez le Bureau international du travail, sans nous rendre trop pessimistes, est-ce qu'on peut espérer quelque chose au niveau mondial sur ces sujets-là? Alors, un mot sur le cinéma, parce que s'il y a un film à recommander sur tous les gens qui nous écoutent et qui veulent savoir de plus près comment, qui, comme moi, n'ont pas l'expérience, même pas comme client, c'est pour ça que j'ai tenu à le dire au départ, parce qu'on parle théoriquement, mais je pense que M. Lemoine en sait beaucoup plus que moi sur la réalité du métier. Mais le cinéma peut être un moyen, ou la littérature, de sentir les choses. Et il y a le dernier film de Ken Loach, qui malheureusement a été diffusé sous son titre anglais, Sorry, We Miss You. C'est quelque chose qu'il faut aller voir si on s'intéresse à ce travail sous plateforme, parce que tout est montré, tout est dit, c'est extraordinaire. Alors, vous m'interrogiez sur l'Organisation internationale du travail. Bon,
c'est une lourde machine. Je ne pense pas qu'on puisse attendre de l'OIT actuellement des initiatives vis-à-vis d'un phénomène qui, quand même, massivement concerne les pays, disons, riches. C'est plutôt les pays du Nord qui voient se développer ce type de services. Je pense que l'Union européenne, en revanche, est un échelon extrêmement important. D'abord parce que c'est certainement l'échelon qui va être tenté dans le lobbying que j'expliquais tout à l'heure pour contourner les résistances, enfin, ou je veux dire les jurisprudences qui se développent actuellement dans divers pays où on dit bon, il faut qu'ils aient un statut alors entièrement ou partiellement de type salarial. Je vous fais le pari qu'il va y avoir un lobbying intense à Bruxelles, puisque nous n'avons pas de vraie démocratie européenne, et c'est les lobbies qui jouent le rôle de la représentation. Je caricature, hein, je ne voudrais pas choquer Madame Bonny en disant cela. Mais enfin, le nombre de lobbyistes qui fonctionnent à Bruxelles et les budgets dont ils disposent sont extrêmement importants. Ce sont des choses qui sont très bien documentées. Donc, il y a des signes positifs qui nous viennent. Vous avez parlé du forum tout à l'heure. Je dirais que la Cour de justice de l'Union, qui n'est pas, on ne peut pas dire que ça soit vraiment, sa réputation sociale soit très brillante, mais sur ce dossier, elle a rendu une décision majeure, c'est que les plateformes disaient « Ah mais nous, on n'est pas prestataire de services de transport, mais simplement de services informatiques ». Et la Cour de justice est intervenue pour dire « Non, vous êtes opérateur dans les transports ». Donc et ensuite, la Cour de justice disait « Quant à savoir sous quel statut, c'est à chaque État de se débrouiller ». C'est un arrêt de 2017. Donc, à mes yeux, l'échelon européen est extrêmement important parce qu'autrement, on peut avoir des initiatives qui se heurtent sur le droit européen. Je vous donne un exemple un peu décalé, celui de la désertification de centre-ville très touristique parce qu'il y a un recours à de location par plateforme d'ailleurs et que les travailleurs, les habitants du cru ne peuvent plus se loger correctement. Certaines villes ont pris des mesures pour limiter ce phénomène. Eh bien, on leur a objecté la liberté de prestation de services au niveau européen. Donc, ils butent sur le droit européen pour pouvoir adopter des dispositifs qui tiennent compte des besoins des populations locales. Donc, c'est pour ça, j'espère que l'Europe, dans le mouvement qu'évoquait Madame Bonny de ressaisissement, indispensable aujourd'hui si on veut que les populations européennes ne la désavouent pas complètement, saura sur ce dossier se montrer imaginative. Bien, parfait. Ben, écoutez, je vous remercie. Je remercie François Lemoine, je remercie André Sobczak, Annalisa Bonny et Alain Suppiot pour vos interventions tout à fait éclairantes, parfaitement complémentaires, avec un bel encouragement à l'action et au dynamisme côté européen. Merci beaucoup. Et voici sans transition la continuation et la fin de ce webinaire. Nous étions dans un format radiophonique. J'espère que Euradio va pouvoir nous sortir un podcast intéressant avec du contenu. Je vais en profiter pour saluer les participants qui ont eu le courage de nous suivre jusqu'à présent dans un contexte un petit peu différent de ce que nous faisons d'habitude, où nous laissons la parole aux gens un petit peu plus vite, mais ici, nous voulions tout de même rester dans un format radiophonique et j'espère que tout de même, on a beaucoup de réponses aux questions. Bon, là, je complimente nos 4 intervenants déjà parce que je trouve qu'on a énormément de contenu et tout de même un jeu intéressant d'acteurs entre le niveau nantais, la dimension juridique, la collectivité territoriale en action et puis la structuration européenne et qu'est-ce qu'on peut faire à Bruxelles. Donc avec ça, on a beaucoup d'éléments. Et donc je sais aussi que du côté des participants, il y a des gens qui viennent de Nantes, il y a aussi des gens qui viennent d'autres villes. On a des acteurs de Toulouse, il y a des gens de région parisienne. Et donc sur les questions qui nous avaient été posées, il y avait des questions alors assez spécifiquement en droit français. Quelqu'un qui s'interrogeait à la Maison du Vélo à Toulouse en disant comment payer les cotisations sociales des indépendants, sinon comment intégrer ces indépendants dans le salariat. On y a en partie répondu, c'est-à-dire le salariat, on ne peut pas tout intégrer dans tout, il faut tout de même choisir à un moment donné entre l'indépendant ou le salarié. Une autre interrogation assez différente, mais qui, je crois, mérite aussi d'être gardée en tête,
de François à Nantes qui nous dit que, bien sûr, il faut réglementer la question des coursiers, mais en même temps, il ne faut pas forcément freiner des jobs qui ont permis à beaucoup de personnes sans emploi ou des étudiants d'avoir un revenu. Donc là, c'est la question de la régulation, suffisamment de régulation, mais pas non plus trop, et aussi des différences culturelles entre pays où on sait qu'en Europe du Nord, par exemple, on va développer plus facilement l'autonomie des jeunes avec des jobs, mais enfin des jobs qui sont déclarés. Et donc, ici, les spécialistes de droit du travail vont rappeler tout de même l'importance du salariat en termes de protection sociale et de couverture vis-à-vis de l'accident du travail. Et le film de Cadlor est exemplatif sur ce plan. Et puis des interrogations de certains auditeurs sur les statuts qui existent dans les autres pays de l'Union européenne. Donc, on l'a évoqué, mais peut-être dans un dernier tour de piste, et à ce moment-là, je vais recommencer dans l'ordre inverse. Je vais commencer par Alain Supiot. Qu'est-ce que vous vouliez dire encore, ce qui vous paraît important dans ce débat, et notamment sur cette diversité de statuts pour bien, je dirais, élever le débat au niveau européen par rapport à notre formatage français où on dit qu'un salarié n'est pas un indépendant n'est pas un salarié, mais et creuser peut-être un peu soit la voie espagnole, soit ce qu'on peut apprendre d'autres pays finalement. Quels sont les modèles qui pourraient nous servir d'inspiration en termes d'évolution du droit du travail? Alain Supiot, vous avez la parole pour, je dirais, reprendre un peu la balle sur ce que vous Oui, vouliez absolument dire ce soir. mais je vais être très bref. Je vais être très bref. Je ne vais pas faire des exposés juridiques, mais une remarque sur ce que vous avez dit sur les cotisations, sur la protection sociale. Vous savez que ces grands opérateurs dont nous parlons sont connus aussi pour leur capacité d'échapper au fisc. C'est des grands spécialistes. Et l'Europe, malheureusement, sur ce domaine, n'a pas été capable de s'entendre sur des dispositifs qui permettraient d'éviter l'évasion fiscale. On est dans des domaines d'unanimité, hein, c'est très compliqué. Voilà, non, mais je sais bien que c'est un être très paralytique, l'Europe. Pas toujours paralytique, mais la fiscalité, les États membres n'ont pas voulu lâcher, n'ont rien voulu lâcher. Enfin, certains États, on pourrait les Oui, citer, hein, la Hollande, l'Irlande, le Luxembourg, etc. Mais apparemment, là, les États-Unis prennent une initiative. Et alors là, les Européens vont être obligés de suivre le mouvement. Eh bien, je dirais que pour les cotisations sociales, le problème se pose dans les mêmes termes. Quel est l'intérêt de dire je ne suis pas employeur? Eh bien, je n'ai pas à payer de cotisation. C'est-à-dire, j'opère économiquement dans un pays donné et je ne donne pas un sou pour la retraite, pour le fonctionnement des hôpitaux, pour les prestations familiales, etc. Donc, c'est l'un des enjeux principaux de cette question de qualification, c'est d'échapper aux charges salariales en laissant les indépendants, disant vous êtes indépendant, débrouillez-vous de votre propre protection sociale. Donc, c'est une manière en réalité, si les indépendants en question n'ont pas cotisé suffisamment, ils vont tomber dans les filets de protection et c'est la solidarité nationale qui va indirectement financer les plateformes. Donc, il ne faut pas méconnaître cet enjeu parce que c'est un enjeu aussi très important dans le cas des travailleurs détachés. C'est un autre gros sujet dans le cas de l'Union européenne. Alors, sur les modèles étrangers, je dirais qu'en France, nous avons maintenant pris une sorte d'habitude de vouloir importer des modèles étrangers. Et on pratique le droit comparé un peu comme le docteur Frankenstein pratiquait la chirurgie. On imagine que la France va pouvoir avoir des muscles allemands, une mâchoire anglaise, des jambes italiennes. Ça ne marche pas comme ça. Si vous voulez, les systèmes juridiques nationaux s'ancrent dans une culture, dans une histoire, et certainement, ils peuvent apprendre des autres. Mais ils peuvent apprendre des autres à condition de s'assimiler ce qu'ont fait les autres. Donc, par exemple, les partages d'expériences qu'évoquait Madame Boni tout à l'heure, entre législations, c'est très important lorsque le législateur intervient sur un sujet qu'il sache ce qui se fait ici ou là. Mais il y a un modèle social français. Alors, il y a une époque où notre président avait dit qu'il n'aimait pas le modèle social, puis j'ai entendu récemment qu'il disait qu'il y avait un modèle social, mais nous sommes habitués à ce genre en même temps. Il y a un modèle social français
où j'ai expliqué tout à l'heure, il y a ces deux traditions différentes qui sont la tradition d'intervention étatiste, où c'est l'État, dans un modèle assez politique, qui rétablit un équilibre des pouvoirs au profit de la partie faible dans la négociation de travail. Ça, j'allais dire, c'est quand même le courant majoritaire, mais en laissant un champ à la liberté contractuelle. La notion clé en ce domaine, c'est ce qu'on appelle l'ordre public social. C'est-à-dire l'État fixe un cadre de règles impératives que personne n'a le droit de... C'est ce qu'a rappelé le Conseil constitutionnel au gouvernement en censurant la loi sur les mobilités, en disant non, non, vous ne pouvez pas laisser des personnes privées décider de la qualification du contrat. Ce n'est pas possible dans le modèle français. Ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure, c'est cette tradition mutualiste qui mise sur ce que moi j'appellerais les solidarités civiles, donc des formes d'auto-organisation. Et on a tendance à oublier la force de cette tradition dans le cas français, alors qu'elle est très grande, spécialement dans la région nantaise. Je vais être très patriote nantais aujourd'hui, puisque nous sommes dans la région de Pelloutier, qui est le père des bourses du travail et de ce qu'on appelait l'anarcho-syndicalisme, c'est-à-dire précisément des formes de syndicalisme qui se méfiaient beaucoup de l'État. Donc, il me semble que les choses à faire sur le problème des services de plateforme doivent puiser à ces deux traditions en s'informant de ce qui se fait à l'étranger, mais penser, si vous voulez, qu'en Europe, les Grecs vont devenir allemands, que les Français vont devenir suédois, tout ça, ce n'est pas très raisonnable. Bon, très bien. Bah, écoutez, il est 19h20, je termine mon tour de table si vous le voulez bien. Annalisa, qu'est-ce qu'on n'a pas encore dit qui mérite d'être dit sur cette thématique? Un joker. C'est très difficile hein, comme question parce que je pense que ça a été très très complet pour ce qui existe jusqu'à maintenant. C'est un domaine qui est quand même assez nouveau dans le sens depuis quelques. C'est pas quelque chose sur lequel on discute depuis 20 ans. Donc c'est assez nouveau et c'est. Enfin, en fait, à mon avis, il y a du travail à faire avec ces plateformes en général, parce que ce n'est pas seulement une question liée aux travailleurs de ces plateformes, et ce n'est pas une question d'attaquer ces plateformes, mais c'est une question de réglementer. Et donc, ce n'est pas une question de réglementer dans ce sens-là au niveau des travailleurs et des statuts des travailleurs, mais par exemple, il y a d'autres aspects qu'il faut vraiment regarder. Par exemple, tout l'aspect des données et tout la question des données et que ces plateformes-là ne veulent pas partager, par exemple, avec les collectivités territoriales quand elles en auraient besoin pour mettre en place des services plus efficaces, etc. Donc, il y a plein de... Voilà, ce soir, on n'a pas parlé de ça, mais il y a beaucoup de choses qui sont connectées. Et moi, je vais devoir vous saluer parce que j'ai ma petite qui hurle derrière. Remerciement, respect ça de a la vie été familiale. extrêmement intéressant pour moi. Je vous remercie. Ça a été vraiment, comme toujours, Nantes, c'est le top. Donc, bon, merci Annalisa. À bientôt et merci plaisir beaucoup. personnel, effectivement, de donner la parole à Eurocities. Bonne fin de soirée à Annalisa. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Et puis, elle est partie. Mes remerciements également donc, pour la bonne liaison avec Eurocities qui est facilitée par la métropole de Nantes, mais bon, qui me permet aussi, en tant qu'ancien acteur à Bruxelles, de faire des connexions assez facilement. Et donc, André, un petit mot final de la part de la métropole. Bon, et en regardant vers l'avenir maintenant, quelle est la prochaine étape sur tout ce sujet-là du côté de la métropole? Je pense que c'est vraiment les actions très concrètes qu'on peut mener ici, en fait, comme on a évoqué effectivement ces abris notamment, la mise en place du réseau et de faire connaître, je pense, à la fois aux restaurateurs, aux citoyens, aux entreprises, en fait, justement la réalité des choses, en fait. Et si je peux me permettre, avec ma casquette d'enseignant-chercheur, en fait, que je garde aussi à côté. Cet après-midi, j'étais avec des chercheurs, en fait, italiens, britanniques et allemands qui travaillent sur un projet qui s'appelle Fair Work, qui consiste justement, en fait, à évaluer
les conditions de travail de ce type de plateforme, en fait, hein, et qui se développe assez bien. Et donc, je pense que c'est une piste assez intéressante parce que l'objectif, c'est justement d'interroger dans chaque pays comment les livreurs en fait vivent au quotidien en fait ces conditions de travail et ensuite de les faire connaître au grand public parce que je reste persuadé que on va pas résoudre tout le problème hein, en fait à travers ça, mais je pense qu'aujourd'hui il y a quand même un certain nombre d'acteurs que s'ils savaient la différence entre un livreur des coursiers nantais en fait qui est payé correctement, à qui on va fournir son vélo, son équipement, qui peut choisir vraiment son temps, qui ne va pas non plus passer l'ensemble de ses heures de travail en fait, sur le vélo, mais qui a aussi d'autres activités parce que c'est très dur. Et de l'autre côté, en fait, quelqu'un qui travaille pour une plateforme numérique classique, je pense que ça peut influencer le comportement de chacun. Donc, je pense que ça, c'est une piste à creuser. Et en tant que métropole, on a un rôle, évidemment, de faire savoir et de faire reconnaître. J'ai bien aimé l'exemple de Bologne, effectivement, pour rendre cela visible. Et si ça peut se faire dans le cadre d'un dialogue social territorial, ça me semble encore plus intéressant. Bon, merci André. Avant de laisser la parole à François, je vois sur le chat Antoine Lelarge de la CFDT Pays de la Loire qui va dans le même sens. Quelques pistes pour les collectivités, la mise en lien entre les restaurateurs, leurs employés et les coursiers pour mettre en place une charte de respect mutuel et déjà mieux se connaître. C'est aussi faciliter l'accès aux toilettes publiques. Ça peut aussi être orienté vers des dispositifs d'accompagnement du parcours professionnel. Conseil en évolution professionnelle, Cléa, du logement, Action, microcrédit social, etc. Et je salue au passage la CFDT qui, je crois, est assez bien organisée dans la défense des intérêts des coursiers salariés. Voilà ce qui va me faire la transition avec François Lemoine. Vous allez avoir le dernier mot, le mot de la fin, le mot qui nous encourage à regarder positivement vers l'avenir avec tout ce que vous faites qui est tout de même diablement intéressant et toutes vos envies. Est-ce que ce débat vous a rendu plus pessimiste ou plus optimiste? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire, je dirais avec une voix européenne pour terminer? Non, non, au contraire, très optimiste et effectivement, c'est un métier d'avenir et quand on voit l'intérêt que tout le monde porte ici avec tous les acteurs qui s'y intéressent, qui veulent mettre un point d'ordre à régler certaines situations, ça fait énormément plaisir et j'espère que dans quelques années, des coopératives de livraison, il y en aura des dizaines par ville, parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir qu'une seule qui est le monopole non plus. Il faut faire attention à ce genre de choses. Et je le dis bien parce que nous, on pourrait très bien avoir un monopole, ce serait génial, mais à côté de ça, derrière, c'est qu'est-ce que ça donne aussi un monopole, et c'est pas forcément bon. Et là, on voit juste aujourd'hui les problèmes économiques, entre guillemets, mais je pense que bientôt, on va aussi s'apercevoir des problèmes qu'il y a en matière de sciences du travail, entre guillemets, avec notamment une certaine analyse sociologique que moi j'ai commencé à établir là-dessus, où des personnes qui commencent par du travail ubérisé n'ont pas les codes du monde du travail d'aujourd'hui. Quand on est étudiant, qu'on commence à être livreur Uber et qu'au final on reste dedans par facilité parce que ça reste un travail facilement accessible, et bien derrière, on n'apprend pas les codes du travail. Et au final, voilà, il y a plein de choses comme ça que petit à petit, on découvre et qu'on va encore découvrir. Et tout ce que j'espère, c'est qu'on va réussir à faire en sorte que, que les travailleurs Uber et Deliveroo et compagnie puissent avoir un meilleur essor et surtout éviter que ça donne des idées, car on le voit dans certains métiers comme dans la plomberie par exemple. Je sais qu'il y a des plateformes qui s'y lancent, dans la réparation de vélos aussi. Voilà, et petit à petit, en fait, il y a plein de métiers comme ça où il y a des plateformes qui vont se lancer pour essayer d'ubériser différents métiers. Et comme le disait M. Soupio tout à l'heure, attention, parce que nous, notre système social en France, il est déjà assez fragile, mais il se maintient en vie uniquement parce que il faut que tout le monde travaille pour.
Et si on commence à ne pas payer de cotisation, demain, les écoles de nos enfants ou les soins que l'on aura besoin, il va falloir les payer nous-mêmes. Bon, on va terminer sur cette note et en nous encourageant aussi, nous, consommateurs en Europe, à consommer intelligemment. Enfin, ça n'est pas seulement une question de droit du travail. L'animateur ici a retrouvé des thématiques qu'il aimait bien, puisque je suis un ancien inspecteur du travail, mais il y a eu aussi une dimension sociale, sociétale et de consommateurs responsables. Donc, réfléchissons lorsque nous achetons, réfléchissons si nous faisons appel à une plateforme, réfléchissons si nous faisons appel à un coursier, quel coursier, et peut-être que nous n'avons pas besoin de coursier, et peut-être l'actualité nous encourage plutôt à aller boire un verre en terrasse, puisque c'est possible. Je vais remercier l'ensemble des participants qui sont encore parmi nous et qui ont fait l'effort justement de ne pas aller boire un coup en terrasse. Nous aurons l'occasion de le faire prochainement. Remerciements à Radio pour l'enregistrement avec les excuses collectives de la maison pour des petits soucis de son, mais c'est des choses qui peuvent arriver, ou de connexion. Et remerciements surtout à nos 4 intervenants de nous avoir donné envie de nous intéresser à une problématique qui, nous l'avions vu, a vraiment des composantes locales, urbaines, et puis européennes, françaises, européennes et internationales. Et puis elle n'est plus là. Satisfaction aussi d'avoir pu capter Annalisa Boni, qui a un agenda tout de même bien compliqué et qui peut être sollicité par l'ensemble des villes d'Europe pour nous parler. Mais bon, là, il y a effectivement un lien particulier avec Nantes, avec tout de même une présidence de Eurocities qui a été assurée par Johanna Roland et qui facilite le lien dans la durée. Eh bien, écoutez, je crois que nous allons nous dire au revoir et boire un coup virtuellement comme d'habitude, mais enfin en attendant de le faire avec des jours plus longs en plein air. Remerciements encore une fois et puis à bientôt. Merci. Et Merci pour l'animation, Olivier. Remerciements à la Maison de l'Europe de Nantes. Mm. L'événement. À À bientôt. bientôt.